Bonjour, je suis Cyril Bedel, je suis un des cofondateurs d'Edunao. C'est moi qui anime l'équipe. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. On va passer une petite heure ensemble. On est là pour vous parler d'éducation et de formation. C'est assez étonnant, de technologie pour la formation et l'éducation. Non, mais c'est complètement décoiffant. L'idée, c'est de vous donner un retour d'expérience et quelques outils, de vous les présenter. Sentez-vous libre de lever la main si vous avez des questions. Il y a un petit temps de questions-réponses à la fin également. C'est des choses qui ne sont pas claires. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez repartir après cette heure passée ensemble avec... on aimerait bien que ce soit avec les yeux qui brillent, mais en tout cas avec quelques idées sur les choses qu'il est possible de faire avec cette technologie très particulière qui s'appelle Moodle et que certains d'entre vous connaissent. Donc, à nouveau, je suis Cyril Bedel, je suis un des cofondateurs d'Edunao. On est une équipe d'une quarantaine de personnes dans ce qu'on appelle le croissant francophone, c'est-à-dire Canada, Belgique, France, Suisse, Maghreb, Afrique occidentale, avec des bureaux dans la moitié de ces pays. Et puis, on a commencé à s'élargir à partir du Canada sur le continent américain et en Asie depuis 2 ans. Une maladie dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, le Covid, qui a un peu accéléré la transformation numérique de nos métiers. Et donc, on s'efforce de la servir. Donc moi, je suis Simon Lair, je suis Project Development Manager pour Digital Skills Foundation. Donc on est une petite entreprise, on est 15 personnes. On est dans la formation numérique en compétences numériques. On est basé près de Grenoble, à Voiron. On est particulièrement actif en Afrique, notamment Rwanda, Namibie, Zambie, Afrique du Sud. Petite activité aussi en Asie, donc Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Asie du Sud au Pakistan, en Ouganda aussi, en RDC pour dire en Afrique. Et on a aussi une filiale au Rwanda à ce stade. Je développerai un peu plus tard sur les beaux projets qu'on est en train de développer avec Edunao en ce moment. Alors, petite question logistique, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous nous entendez bien jusqu'au dernier rang? Moyen, c'est moi que vous n'en entendez pas ou c'est Simon? C'est Simon. Okay. Il faut que tu te rapproches du micro. Est-ce que c'est mieux là? Oui, il a une belle voix, il a un beau projet, donc ce serait dommage que vous ne m'entendiez pas. Quelques mots sur Edunao. Donc, notre métier, c'est de fournir des campus numériques, des plateformes d'apprentissage, des LMS. Il y a plein de noms qui désignent sensiblement la même chose, c'est-à-dire un espace où certains peuvent construire une expérience d'apprentissage, d'autres la suivre et vivre cette expérience. Et nos clients, pour l'essentiel, administrer l'ensemble. On existe depuis une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de clients pour qui on administre plusieurs milliers de plateformes qui sont, pour certains, des organismes indépendants comme DSF, dont on va parler aujourd'hui, dont les clients sont des gouvernements ou des institutions parapubliques, comme le ministère de l'Éducation en France. On a un stand ici, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent poursuivre la conversation après. Et on travaille sur les 4 segments de l'éducation qui sont scolaires, évidemment. On a conduit pas mal d'expériences en primaire. Aujourd'hui, on est en train de construire pour le ministère une plateforme qui s'appelle ELEA, qui a vocation à servir à la fin de l'année 2024 les 5 millions d'élèves du secondaire en France. Magistère, qui est une plateforme opérée par le ministère de l'Éducation également avec Réseau Canopé, qui a vocation à former les professeurs des écoles. Et puis on travaille également dans le monde supérieur, où on a plusieurs centaines d'universités, de grandes écoles, formation professionnelle et organismes de formation, et enfin service public, où on opère des très grosses plateformes, et en particulier une qui s'appelle Mentor pour le compte de l'État français, avec la DGAFP, la Direction générale de l'administration des finances publiques. Ouais, je vais aller à l'essentiel. Ce qui nous motive, ce qui fait qu'on existe depuis le début, c'est qu'on travaille sur des technologies dites open source, c'est des technologies qui sont gratuites, qui sont ouvertes, qui sont accessibles, qui sont interfaçables et qui permettent à des gens de venir dans nos technologies ou d'en sortir le jour où ils en ont envie, de travailler avec nous ou de travailler avec d'autres, ou de travailler avec nous et avec d'autres. Voilà, on est dans une logique un peu écosystémique, assez loin des solutions dites propriétaires où une société est détentrice d'un code et soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas, mais quand on en sort, parfois c'est un peu compliqué.
Donc, de notre côté, DSF, donc on travaille, comme je l'ai dit, dans la formation en ligne en compétences numériques et du 21e siècle, donc dans le secteur de l'éducation, tout ce qui est numérique éducatif, tout ce qui est bien-être à l'école, c'est aussi des sujets qu'on creuse dans nos formations. Donc, actif dans plus de 10 pays, principalement en Asie et en Afrique, beaucoup en Afrique, grosse dominante en Afrique. Et donc, en fait, on développe au-delà de notre plateforme de formation, on est sur vraiment une approche systémique, on travaille en partenariat avec le gouvernement. Et donc, c'est vraiment pour développer des programmes de renforcement des capacités du système éducatif et de la fonction publique. Donc, on n'est pas sur des programmes courts, on n'est pas sur une formation qui est disons, individuelle. On est vraiment sur une conception de système sur plusieurs années qui mène après, en fait, au gouvernement pour avoir une solution qui leur appartient et qu'ils gèrent eux-mêmes. Donc, au bout de 4 ou 5 ans, une fois que le transfert de capacité et technologie a été fait. Et on a actuellement plus de 100 000 apprenants sur notre plateforme, donc ça, après 2 ans d'activité. La demande de Digital Skills Foundation, quand on a commencé, c'était vraiment l'accessibilité. Et donc, cette accessibilité, elle est clé pour un public qu'on veut former au numérique, alors qu'il n'en a aucune expérience. Et les solutions techniques d'apprentissage, elles sont souvent un peu ingrates quand on n'a pas d'expérience numérique. Et dès le début, DSF nous a dit, ce qui compte pour nous, c'est que ce soit simple d'usage. Et donc, on a travaillé sur ça. Ils avaient commencé à travailler. Ils constatent que dans le système éducatif d'un certain nombre de pays émergents ou moins émergents d'ailleurs, il y a parfois des ruptures entre le sentiment de connaissance numérique et la réalité. Il y a des financements publics, mais qui ont une efficacité assez hétérogène. Les compétences numériques sont basses, en particulier dans les pays émergents. Et le présentiel est absolument inabordable, y compris dans des pays émergents. On peut pas mettre X milliers ou millions de fonctionnaires, de professeurs dans une classe pour réapprendre à partir de zéro. Et donc, il faut mettre en place des protocoles de diffusion de ce savoir. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment de développer une plateforme qui permette de servir une population hétérogène, qui va d'un public scolaire à un public de professionnels en situation de travail, et dans une organisation où le réseau est pas forcément optimum, où les accès sont pas optimums, où les outils sont à nouveau hétérogènes, et le niveau de maturité des corps intermédiaires, comme on dirait en France, des professeurs, formateurs, responsables académiques, est également hétérogène. Et donc, c'est vraiment, on s'est dit que on est parti d'un principe assez simple, en tout cas c'est notre ambition, c'est un bon outil, c'est un outil qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Et c'est vraiment, s'il y a vraiment une valeur fondatrice de la demande de DSF quand elle est venue nous voir, c'était à cet endroit. Il faut que la prise en main soit aussi facile que possible. Et puis derrière, des outils de monitoring qui permettent de suivre ce qui se passe et de piloter jusqu'à la fin l'ouverture de nouveaux espaces. Donc la proposition qu'on leur a fait, c'est de construire une offre qui serait pilotée essentiellement par le succès de l'apprentissage. Et donc on a des taux de réussite aujourd'hui qui dépassent 50% sur des formations où, quand elles sont auto-administrées en ligne, on a plutôt de l'abandon pour 90%. De pouvoir industrialiser, c'est-à-dire qu'on a de temps en temps un coup de fil de DSF qui nous dit on a signé un nouveau pays, un nouveau contrat, une nouvelle population, il faut que lundi prochain il y ait 10 000, 20 000, 30 000 accès supplémentaires. Et nous, notre valeur, c'est de faire des engagements de service, c'est-à-dire qu'on est délégataire en très succinct, on gère leur usine et eux opèrent leur offre de valeur. Donc la solution, c'est une plateforme qui soit adoptée, comme je le disais, pilotée par le succès, sur une version de Moodle, la solution open source s'appelle Moodle Workplace, qui est une solution, on va dire un thème propriétaire, et qui va simplifier l'expérience utilisateur de bout en bout. Je vais laisser Simon s'exprimer sur les bénéfices. Donc cette plateforme, elle est unique à ce stade. Donc elle a été tous nos apprenants sont sur cette plateforme, tous nos cours sont disponibles en fonction des projets. On débloque différents cours à la population, mais tout est actuellement sur la plateforme développée avec Edunao. Donc le gros avantage qu'on a eu surtout, c'est d'avoir des rapports d'usage en temps réel, qu'on va vous montrer un peu plus tard dans la présentation, qui nous permettent de savoir exactement comment la plateforme est utilisée, par quels utilisateurs, à quelle fréquence, pendant combien de temps, et surtout des rapports sur la formation des apprenants au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours,
on a réussi à développer avec Edunao des outils de monitoring qui permettent exactement à n'importe qui sur le système, ça peut être un ministre, ça peut être quelqu'un qui gère l'éducation dans un district au Rwanda, par exemple, ça peut être un directeur d'école, ça peut être un professeur, ça peut être un facilitateur de formation, pour savoir exactement où en sont les apprenants, combien de modules ont été réalisés, combien de temps ils ont sur la plateforme. Donc, toutes ces données sont disponibles donc en fonction des niveaux de hiérarchie dans le projet aux utilisateurs qui ont besoin de les consulter de manière quotidienne. On va vous montrer quelques images d'une vidéo qui a été faite par GIZ. GIZ, c'est l'équivalent allemand de l'Agence française du développement, c'est la banque de développement allemande qui a financé un programme qui est pour le Rwanda. Pour le Rwanda, c'était un de nos premiers projets. C'est un programme avec lequel on a formé 3000 professeurs d'enseignement technique du Tibet au Rwanda. Donc avec un taux de succès de 55%, si je me souviens bien, au-dessus de 50%. Donc effectivement, quand on compare à des formations qui sont plutôt ouvertes, plutôt individuelles, on est sur du taux de succès de environ 5 à 10%. C'était une vraie victoire, surtout quand on compare par rapport au coût par utilisateur. Pour le Rwanda, c'était un réel succès, et donc c'est ce qui pour nous a débloqué beaucoup d'opportunités au Rwanda, qui nous a amené aujourd'hui à avoir plus de 90 000 apprenants sur la plateforme, simplement au Rwanda. Digital literacy, we consider it as one of the important pillars in transforming education. One of the biggest challenges today is to ensure that more than 4,000 schools are connected to the internet. The people that we're teaching are going to be the citizens of tomorrow. So it is important that they're equipped with the right kind of skills, and digital is the only way to go. About 90% of children coming out of secondary education are not proceeding to higher education. So it is key for teachers as well as students to have digital literacy when they come out of secondary education to make sure that they are at least productive in a job environment. We have been working with government to come up with a solution that would be more scalable. RTB has come in with GIZ actually, and we've put together a project that works. L'idée maintenant, c'est de vous présenter un peu plus en détail la plateforme, les contenus et la manière dont c'est opéré. On a effectivement développé avec Edunao une plateforme qui nous permet de gérer en fait disons trois principales prérequis qu'il nous fallait pour mener à bien le projet. Donc le premier, c'est qu'on est, comme je vous l'ai dit, sur beaucoup de projets différents, avec une population avec des besoins particulièrement différents aussi, dans beaucoup de pays différents. Et donc il fallait que sur une même plateforme, on ait plusieurs interfaces de gestion des utilisateurs qui nous permettent de restreindre la collecte de données à certaines personnes. Et donc après pour que chaque pays puisse avoir une plateforme avec une apparence légèrement différente qui permet de s'identifier, avec les coûts qui correspondent à la population, et donc aussi qui nous permet nous de isoler les données liées à certains utilisateurs pour développer des parcours d'apprentissage différents en fonction de la population et de chaque projet. Le deuxième élément, c'était, je l'ai un peu mentionné auparavant, c'était le système monitoring, donc qui nous permet en fait au quotidien de suivre exactement ce qui se passe dans chaque population d'apprenants. Et un dernier élément qui était important pour nous, c'est comme vous le savez, on est dans des pays où l'accès à des ordinateurs, à des portables ou à des tablettes est assez limité. Donc il fallait qu'on ait un support mobile pour nos cours. Donc il fallait qu'on ait, au-delà de la quantité du contenu, qu'on ait une plateforme qui soit adaptée à un apprentissage sur smartphone. Parce qu'on a effectivement un taux d'équipement en ordinateur dans ces pays qui est assez faible, mais le taux d'équipement en smartphone, pratiquement tous nos apprenants ont un smartphone ou ont un proche qui a un smartphone et peuvent se former avec. Donc ça, c'était particulièrement important aussi d'avoir une plateforme qui est utilisable parfaitement sur smartphone. Donc ça, comme vous le voyez, on a la liste de nos tenants, donc c'est toutes les interfaces de cours différentes. Donc on voit qu'on a notre tenant principal avec plus de 12 000 utilisateurs, un tenant pour l'Afrique du Sud avec environ 600 apprenants, un des projets au Rwanda, donc il y en a plus de 80 000, et donc tout ça, on est sur des versions légèrement différentes de la même plateforme. Donc qui nous permettent vraiment d'avoir
notre contenu centralisé, mais avec des différences en fonction de chaque population conforme. Donc là, on est sur notre interface de monitoring. Donc ce système de suivi, on l'a développé sur la solution Power BI, donc avec Edunao, qui nous a permis, on travaillait au début de notre projet sur un système de suivi complètement séparé de notre plateforme de formation. Et donc grâce à Edunao, on a réussi à avoir tout ce système directement intégré à notre modèle, à notre plateforme de formation, et donc accessible par n'importe quel utilisateur qui a les droits pour pouvoir se nourrir. Donc c'est aussi simple qu'accéder à un cours. N'importe qui souhaite visualiser le progrès au quotidien peut le faire directement sur la plateforme. Ce qu'on voit en pratique, c'est que pour un certain nombre d'opérateurs de formation, ce qui est compliqué, c'est d'hybrider les moments complètement distanciels, des moments où on va avoir des usages synchronisés, c'est-à-dire dans un même espace-temps, y compris éventuellement avec de l'intelligence artificielle, et des moments où on est complètement synchrone. Et pour ceux qui ont un peu l'habitude, d'une population à l'autre, d'une discipline à l'autre, l'endroit où on va mettre le curseur ne sera pas le même. Et donc c'est très important pour des éditeurs de solutions comme DSF de pouvoir maîtriser les endroits où éventuellement il y a moins d'adhérence, moins d'adhésion, moins d'engagement des apprenants pour pouvoir remédier dans ce qui est mis à disposition de ceux-ci aussi rapidement que possible. Donc voilà exactement ce que Cyril mentionnait. On a ici le suivi donc, de la progression de chaque apprenant qui permet donc aux responsables du projet, à ceux qui font un suivi d'apprenants, donc d'aller intervenir sur le terrain pour comprendre les difficultés et trouver ce qui est possible de faire pour remotiver, pour que ces apprenants raccrochent avec les programmes de formation. Donc voilà, encore un exemple de données qu'on présente via cette interface. Et donc là, on est sur les rapports d'usage de la plateforme, qui sont aussi un outil particulièrement important pour nous, fourni par Edunao. Donc, il nous permet exactement de savoir le nombre de clics, le nombre de visites qui est fait par nos usagers sur chaque élément présent dans la plateforme. Donc, ça nous permet réellement de comprendre qu'est-ce qui attire les gens, combien de temps est-ce qu'ils y passent, et donc d'adapter à la fois l'interface de la formation de la plateforme en fonction de l'activité, et aussi d'adapter éventuellement le contenu si on voit qu'il y a des contenus qui ne sont pas forcément attractifs, qui ne sont pas forcément mis au niveau de priorité par les apprenants. Aujourd'hui, dans la salle, pour avoir une information, qui ne connaît pas la solution Moodle, qui n'en a jamais entendu parler, s'il y en a, okay, il y a une personne, donc j'en conclue, beaucoup sont venus pour Moodle, en sachant un peu ce qu'est Moodle, ce qui est à moitié étonnant, puisque aujourd'hui, selon les segments, c'est jusqu'à 100% de pénétration dans le supérieur et dans le scolaire. Ce que ceux d'entre vous qui connaissent Moodle savent que c'est une solution qui est très complète et qui, de ce fait, peut être parfois un peu compliquée à manipuler. C'est de l'open source, comme dit joliment un de mes confrères. Open source, ça veut dire entrée gratuite, ça veut pas dire bière gratuite. Donc, parfois, il faut mettre un peu d'effort pour arriver à ce que la plateforme ressemble à ce que l'on veut. Mais ce qu'on veut vous montrer ici, c'est qu'on peut l'emmener très très loin. Et typiquement, Moodle, pour les plus anciens d'entre nous, ou même ces technologies d'apprentissage, sont parfois un peu compliquées à manipuler. Et là, on va plus loin, puisque aujourd'hui, il existe une version mobile, comme évoqué à l'instant Simon, qui peut fonctionner à certains égards offline. Et ça, c'est quand même des micro-révolutions, mais dont on voit le résultat sur l'usage. C'est-à-dire que, y compris en France, il y a des zones blanches, il y a des endroits où le réseau est vraiment pourri, et donc on va mettre en place soit ces systèmes sur mobile, soit des systèmes avec des micro-serveurs, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques aujourd'hui, pour que localement, dans une école, dans une salle de classe, comme on a pu le faire dans le primaire, il puisse y avoir, en très bref, une copie d'une plateforme qui est en exploitation, pour qu'il n'y ait jamais de rupture d'usage. Et pour permettre également aux professeurs d'administrer. C'est-à-dire que quand on fait des tests en école primaire, on va faire en sorte, par exemple, qu'un professeur puisse faire en sorte que la même page s'affiche en même temps sur l'écran sur tous les écrans, toutes les tablettes des élèves. C'est des choses très précieuses quand on sait qu'on est devant un public qui est un peu capricieux parfois, ou un peu distrait facilement. On a tous des souvenirs d'enfance où on regardait plutôt dehors que devant. Donc voilà, c'est vraiment important d'arriver à construire ça. Voilà. Donc, en résumé, on a réussi donc avec Edunao à avoir une plateforme qui était accessible à tous en un clic, extrêmement simple. Donc on a simplement une page de login et après on est directement sur le contenu avec un contenu qui commence
au niveau fondamental, donc accessible à n'importe qui, c'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé d'ordinateur auparavant, qui avait un système de monitoring, disponible sur un mobile, donc on avait un cahier des charges rempli. Maintenant, on avait un certain nombre de problématiques d'implémentation, donc c'est bien d'avoir une plateforme qui est accessible, mais une fois qu'on travaille dans des pays où on a une population qui est globalement inaccessible, dans des zones rurales où en fait il est très difficile d'intervenir directement, d'envoyer des formateurs ou de faire quoi que ce soit, on a des difficultés d'apprentissage qui sont souvent non identifiées. Donc il fallait aussi qu'on ait un modèle qui nous permette de comprendre les difficultés sur place, parce qu'on n'a pas de registre des difficultés d'apprentissage de la population en fait. Il fallait aussi qu'on trouve un moyen de limiter les coûts. Donc on avait une plateforme qui nous permet déjà d'avoir cette dynamique, mais il fallait aussi que dans le modèle d'implémentation, on ait une réduction des coûts par rapport à la formation en présentiel. Et il fallait aussi évidemment qu'on contourne les problèmes typiques de la formation en ligne. Donc c'est le manque d'interaction et de système de soutien, un faible niveau souvent de responsabilisation des apprenants qui en fait se désengagent de la formation avant de la finir parce qu'il n'y a pas forcément de motivation pour la terminer, et un éventuel manque de structure. Donc on est parti sur, déjà, au-delà de la plateforme, sur une conception de nos cours. Donc comme je l'ai déjà dit, il fallait qu'on ait quelque chose qui soit fait pour des apprenants qui n'ont jamais utilisé l'outil numérique. Comme je l'ai dit, on est dans beaucoup de pays qui sont effectivement où les écoles sont équipées en outils numériques, et on a des enseignants qui n'ont absolument jamais ouvert un ordinateur parfois. En allant sur le terrain, on se rend compte qu'après, parfois des écoles équipées, au bout d'après 6 mois, 8 mois, 1 an, l'équipement est encore dans des cartons, dans un coin, dans une belle salle de classe qui est complètement neuve pour les accueillir, mais qui sont encore dans un coin par manque souvent de connaissances pour les utiliser dans un cadre éducatif. Donc il fallait vraiment qu'on ait ce contenu qui parte du point zéro. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est le point de départ, c'est notre produit phare qui s'appelle le Total Competency Passport, qui permet en fait de guider nos apprenants, en fait qui part d'un niveau le plus simple. Donc qu'est-ce qu'une souris, qu'est-ce qu'un écran, qu'est-ce que le bureau, jusqu'à des notions plus avancées, les réseaux sociaux, la cybersécurité, les plus basiques bien sûr. Les bases de données, comment utiliser PowerPoint, comment utiliser Excel, comment utiliser Word. Donc à la fin de ce module, ils sont vraiment partis d'un niveau 0 à un niveau d'utilisateur indépendant, et donc capable d'aller s'informer par lui-même et de continuer leur formation. Donc on a aussi introduit des tests de niveau préliminaire. Donc on n'est pas sur des populations uniformes, on a beaucoup de clivage de population, on a des écoles très équipées avec des professeurs très compétents et qui ont besoin d'être certifiés, notamment dans les milieux urbains. Et comme j'ai dit, des écoles dans les milieux plutôt ruraux, où effectivement on a un taux d'utilisation d'équipement qui est pratiquement de 0. Donc on a pu implémenter des tests de niveau préliminaires qui permettent à chacun de se situer en termes de niveau d'apprentissage par rapport au standard international et d'avoir des parcours d'apprentissage différents. Donc par exemple, un apprenant qui arrive à avoir un excellent score sur un module sur Excel par exemple, peut directement passer à son examen sans avoir à faire le contenu, parce qu'on considère qu'il est déjà apte, déjà prêt pour être certifié. On a un système aussi d'examen asynchrone. Donc on est évidemment sur une population de professeurs principalement, qui ont peu de temps. Donc on a réussi à avoir un système d'examen fait sur des bases de données de questions. Je crois que chaque module a plusieurs centaines de questions qui sont tirées aléatoirement dans les bases de données, pour éviter évidemment l'effet, pour garder une rigueur au niveau des examens. Et donc ces examens peuvent être faits n'importe quand. Ce qui est aussi utile quand on a des ruptures de connectivité par exemple. Certains professeurs n'ont pas forcément internet à un certain moment de la journée, donc ils peuvent le faire plus tard. On a aussi un système avec plusieurs tentatives pour les examens. Donc on ne sanctionne pas forcément l'échec, on essaie d'accompagner les apprenants jusqu'au bout. Donc je parlais aussi des potentiels difficiles d'apprentissage. On développe aussi des contenus accessibles donc aux personnes avec des déficiences visuelles. Donc nos cours sont compatibles avec la plateforme de synthèse vocale par exemple. Et on essaye au fur et à mesure de développer toutes ces activités, donc dans toutes ces compatibilités on va dire pour notre contenu. Et donc on a aussi élargi notre offre de formation. Donc, au début on est parti sur le produit phare en compétences numériques. Et donc plus on développe nos projets, plus on a des populations différentes à former et plus on développe des cours complémentaires. Donc on a des cours sur le bien-être à l'école, sur le numérique éducatif, sur la littératie financière, sur les compétences pour l'emploi.
donc qui sont utiles pour disons, un public de plus en plus large. Donc ensuite, je parlais un peu plus tôt des difficultés de la formation en ligne, surtout pour garder un niveau de motivation pour les apprenants. C'est très facile de commencer, très difficile de terminer. Donc on a développé un système qui permet, en dépit de la distance de nos utilisateurs, d'avoir un système de soutien rapproché pour chacun d'entre eux. Donc le système part des formateurs, donc qui sont des employés de Discipline Foundation, donc ils vont former en présentiel, par groupe de 30, des groupes de master trainers, donc des facilitateurs, qui vont être en fait le premier relais de proximité des apprenants. Donc généralement, on a un master trainer qui va suivre au quotidien un groupe de 50 apprenants, de 50 enseignants, donc qui sont dans sa propre école ou qui sont dans les écoles, disons, dans sa communauté, donc dans un rayon de 5-10 km, pour garder cette proximité réellement entre les apprenants et la personne de référence avec le facilitateur. Et donc on a aussi tout au long, au-delà de ce soutien de proximité, donc qui permet aux apprenants d'avoir un vrai référent si jamais ils ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés techniques avec les plateformes, ce qui est souvent le cas, des difficultés avec leur équipement à l'école qui n'arrivent pas à faire fonctionner. Ils ont toujours cette personne de référence qui a été formée par nos formateurs et qui est toujours en lien aussi avec nous en cas de difficulté. Et donc de manière plus indirecte, les formateurs soutiennent aussi les apprenants. On a un système de support technique disponible H24, donc par email ou via un chatbot sur les plateformes, donc à développer avec des réponses types, avec une base de connaissances. Et si jamais l'apprenant n'a pas eu sa réponse, on a donc une réponse en direct par quelqu'un en charge du support de notre côté. Et donc on a aussi, pour renforcer l'esprit de communauté, les formateurs animent une communauté d'apprenants internationale. Donc on a des communautés à l'échelle des projets dans certains pays, et on a aussi des communautés en fait, qui englobent nos apprenants, qui sont en Namibie, en Zambie, en Afrique du Sud, au Rwanda. Et donc on a un vrai esprit d'émulation qui s'est créé et qui permet aux apprenants en fait, de se situer par rapport à d'autres gens d'autres pays, de comparer les expériences d'apprentissage, de comparer l'équipement dans les écoles, de comparer les pratiques éducatives. Et en fait, cet esprit de groupe favorise vraiment la motivation de l'apprenant. Donc on est aussi sur un système qui permet de responsabiliser, donc, entre guillemets, par le bas, comme je l'ai dit, avec un esprit de groupe qui fait qu'entre collègues, entre écoles de la même communauté, donc les apprenants vont se motiver entre eux, et aussi par le haut, dans le sens qu'on travaille toujours avec des gouvernements qui permettent de mettre les mécanismes en place pour à la fois donner de la valeur à la formation, avec une reconnaissance, avec des crédits donc pour leur progression de carrière, et aussi parfois avec des obligations de se former avant une date X, donc qui permet généralement, si certains apprenants ne sont pas réactifs à l'esprit de groupe, qui permet aussi de pousser un peu la formation pour d'autres apprenants. Quand j'ai posé la question de la connaissance de Moodle, j'ai vu une seule main levée, donc vous êtes comme nous un public averti, mais on a tendance facilement à oublier cette fracture numérique, même dans des communautés de sachants. On a des retours d'études conduites par des universités, par exemple, sur la connaissance numérique, où plus de 10% des étudiants en première année de licence n'ont jamais touché un clavier de leur vie. Et donc, ils ont le sentiment qu'ils connaissent le numérique, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un clic droit. Ils ne savent pas ce que c'est que Windows, ils ne savent pas ce que c'est qu'une appli autrement que sur un téléphone ou une tablette. Et on trouve ça vraiment dans toutes les classes d'âge, dans toutes les typologies de formation. On a également dans nos clients des prépas scientifiques, et il y a des profs de prépa qui sont des stars dans les candidats au concours qui n'ont jamais quitté les transparents et qui continuent à montrer des transparents en classe, à écrire sur des transparents et à qui on ne fera pas toucher un clavier ou une souris. Et donc voilà, il faut garder à l'esprit que quand on a quand on nous demande de prendre des engagements, quand nos clients nous demandent de prendre des engagements d'achèvement, de réussite, la manière dont on va appréhender les outils, dont on va les paramétrer pour qu'ils soient accessibles, va soutenir cette inclusion à laquelle on aspire. Pour revenir sur la dernière contrainte qu'il fallait qu'on respecte notre modèle, c'était évidemment les coûts. Donc il ne fallait pas qu'on ait des coûts de formation qui dépassent la formation présentielle, sinon le modèle est complètement invalidé. Donc en fait, ce système de formation de facilitateur, de master trainer nous permet évidemment de largement rationaliser, dans le sens où on forme une personne en présentiel au lieu d'en former 50. Donc on a des besoins en coût d'équipement, en coût de formateur, en coût de centre de formation qui sont particulièrement limités, surtout dans des pays où en fait les centres de formation, il y en a très peu. Ils sont souvent déjà
très utilisé. C'est difficile par exemple de trouver des créneaux pour former des personnes dans ces centres. Donc ça, c'était une réelle économie de coût. Donc pour nos partenaires gouvernementaux, en fait, chaque formation était vraiment un coût vraiment conséquent. De l'autre côté, pour les professeurs, ça leur permet de ne pas avoir forcément à se déplacer, donc de ne pas avoir à quitter l'école pendant une semaine pour recevoir l'indemnité. Enfin, pour le gouvernement, c'était un vrai argument pour adopter ce modèle. Et donc finalement, on a aussi réussi à garantir une gratuité dans les pays où on travaille, une gratuité de notre plateforme, en travaillant avec les opérateurs de télécom. Donc ça va un peu de pair avec l'application mobile, c'est-à-dire qu'en fait, la plateforme est complètement gratuite. Les utilisateurs n'ont pas à acheter de de données pour y accéder. Donc ça, c'était une vraie contrainte quand on commence à introduire ces applications. C'est une vraie question qui est revenue très souvent par les apprenants, c'est comment est-ce qu'on, hors l'école, quel est l'intérêt d'avoir cette compatibilité smartphone si on doit quand même payer la connexion Internet. Donc c'était aussi une manière qu'on a trouvé pour diminuer les coûts à la fois pour les gouvernements, ne pas payer en fait, la connexion mobile des apprenants, et pour les apprenants qui, dans la maturité, le gouvernement ne paye pas pour eux, auraient dû payer de leur propre poche. Donc finalement, voilà, après la fin de ce modèle, je voulais passer un peu plus, vous parler de notre projet, qui est notre plus gros projet actuellement au Rwanda. On avait une problématique au Rwanda, donc c'est un des premiers pays en Afrique qu'on a approché. Ils avaient ce besoin qui avait été manifesté de nombreuses fois, principalement après le Covid. Donc on est sur un cas en fait typique de pays avec un taux de compétences numériques très faible, même chez les jeunes. Donc sur les 15-25 ans en 2017, on avait un taux d'opération numérique de 11,9%, avec une forte disparité entre milieux urbains et ruraux. Donc dans les milieux ruraux, en fait, on était clairement des taux en dessous de 5% dans les districts les moins favorisés du Rwanda. Et surtout une population très jeune, 78% qui ont moins de 35 ans. Donc avec en fait un vrai enjeu de formation et surtout la principale préoccupation du pays, c'était comment est-ce qu'on va trouver de l'emploi pour tous ces jeunes. Et le pari du Rwanda, ça a été l'économie numérique. Donc c'est utiliser. On est quand même sur un pays qui est très petit. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, c'est un des plus petits de la région. Très petit, peu de ressources. Difficile d'être en compétition pour tout ce qui est agriculture avec des grands pays autour qui ont plus de ressources, plus de place. Donc c'est le pari qu'ils ont fait. Donc leur pari, c'était former la population, créer un système éducatif qui permet de former tous les jeunes, et d'avoir à terme 100% de la jeunesse qui sort de l'enseignement secondaire, donc certifiée, avec un standard international de compétences numériques. Et bien sûr, ils ont avec un équipement assez conséquent. Je crois qu'on avait 48% d'écoles secondaires avec une Smart Classroom. Donc Smart Classroom au Rwanda, c'est une salle informatique avec au moins 50 ordinateurs. Donc c'est entre 50, souvent 100, souvent 150 en fonction de l'école. Donc l'objectif du projet, qui a été conçu avec le gouvernement rwandais, qui avait cet objectif dans 5 ans, permettre à un demi-million de jeunes Rwandais d'avoir accès à de nouvelles opportunités économiques grâce au développement des compétences numériques. Donc on parle ici, en termes d'opportunités économiques, c'est d'emploi dans l'économie numérique directement, mais c'est aussi de l'emploi dans des secteurs plus traditionnels, donc l'agriculture, la santé, mais qui font usage de ces compétences numériques. Ce qu'il faut appréhender, c'est qu'on parle d'un pays qui, comme vous le savez, était en guerre il y a encore quelques courtes décennies. Le terrain était vierge à tous les sens du terme. Il y avait tout à reconstruire. Il y a des challenges de pyramide des âges qui sont, comme dans beaucoup de pays émergents, très plates. D'une population de la population informée très grande alors que les moyens sont comptés. Et donc, ça appelait vraiment cette transformation. Et à titre d'exemple, on aime bien considérer qu'aux États-Unis, une des premières choses que la fondation Microsoft donne à des collectivités territoriales, c'est de l'accès à Internet. Et donc là, on est au Rwanda avec des fonds du gouvernement allemand beaucoup plus loin, puisqu'on va jusqu'à engager sur le terrain des gens pour acquérir des compétences numériques. On part de très loin en termes de fracture numérique, comme le disait Simon, et on est en train de constater que dans la région, l'espèce d'appel d'intelligence numérique est en train de jouer à plein, c'est-à-dire que le Rwanda est en train en quelques années de devenir une référence numérique de cette sous-région d'Afrique. Tout à fait.
Donc voilà, donc concrètement, cet objectif sur 5 ans, il s'est en fait traduit en un objectif un peu plus détaillé, qui était de renforcer le système de formation en compétences numériques dans le secteur de l'éducation, pour que la jeunesse atteigne un taux de littératie numérique de 100% à la fin du secondaire. Donc pour l'année 1, qui est l'année en fait, qui a commencé en janvier 2023, donc le partenariat avec le Rwanda, l'objectif chiffré était de permettre l'accès à 10 000 enseignants aux formations en compétences numériques, à 80 000 élèves du secondaire des écoles équipées Smart Classroom, former 200 master trainers, donc 1 pour 50 enseignants, et donc de créer un système durable autour du projet. Donc il fallait qu'on ait un plan de communication national, il fallait qu'on ait un système de motivation pour les apprenants, il fallait qu'on ait une collecte de données pour ensuite préparer les chemins vers l'emploi, donc sur les 4 années suivantes du projet. Donc voilà un peu les activités qu'on avait planifiées sur la première année de ce projet. Donc pour la formation des master trainers, donc on est parti sur une formation en présentiel. C'est le seul volet dans nos projets qu'on fait en présentiel, c'est former ces facilitateurs. C'est réellement l'échelon de proximité, on les connaît très bien. On l'a réalisé en janvier 2023, donc sur 3 jours. Chaque groupe a été formé pendant 3 jours en continu, avec plusieurs enjeux. Donc une sensibilisation évidemment à la globalité du programme, aux objectifs et à ce qu'il faut atteindre. Donc la sensibilisation à la formation en compétences numériques, donc à la plateforme, comment l'utiliser, comment en tirer parti, comment aussi sensibiliser les gens à son utilisation. Donc sur leur rôle en tant que master trainer, qu'est-ce que ça implique au quotidien? C'est un contact de proximité en présentiel ou via les réseaux sociaux. C'est réellement en fait, ce rôle de facilitateur, de motivateur, vraiment de proximité. En fait. Et donc finalement des stratégies de soutien aux apprenants, de comment en fait maintenir le niveau de motivation tout au long du projet. Donc au niveau des enseignants, donc on leur a ouvert 4 principaux. Donc sinon je vous ai parlé de Digital Competency Passport, qui est en fait notre produit principal de formation en compétences numériques. Teacher Wellness, qui est un cours de bien-être à l'école. Teacher Getting Started, qui est un cours en fait sur le numérique éducatif et sur les compétences numériques. Et le même cours mais à un niveau intermédiaire, donc qui pousse un petit peu le sujet sur tout ce qui est online, enseignement en ligne, sur création multimédia par exemple, qui pousse un peu le sujet un peu plus loin. Donc en fait, ils ont été introduits au programme par le master trainer et après un suivi hybride. Donc un suivi à la fois présentiel, ponctuel, si besoin d'intervention pour remotiver une école, pour maintenir l'engagement des apprenants, ou par les réseaux sociaux. Et aussi évidemment un suivi de la progression au quotidien via le système monitoring, qui est présent sur la plateforme, développé avec Eduna. Donc voilà, finalement les professeurs sélectionnés viennent de plus de 600 écoles équipées Smart Classroom. Pratiquement en fait toutes les écoles du pays ont été couvertes pendant un projet. Pour ce qui est des étudiants, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place, dans le sens où les étudiants n'ont pas forcément de smartphone, pas forcément d'accès à des ordinateurs en dehors de l'école. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de sélectionner les étudiants dans des internats qui puissent en fait bénéficier de l'équipement numérique de l'école en dehors des heures de cours. Donc apprendre après l'école, apprendre pendant les week-ends. Et donc en fait ça a vraiment nécessité une organisation spécifique avec la direction de l'école pour avoir en fait que chaque école ait en fait un emploi du temps d'accès à la salle informatique qui permette à tous les apprenants d'avoir un temps dédié pendant la semaine pour avoir accès au programme. Donc on est sur un public étudiant du secondaire, général ou technique, les 3 dernières années, donc entre 15 et 18 ans généralement. Et au-delà de ces formations, il a fallu qu'on développe beaucoup de partenariats avec des organisations rwandaises, donc dans le bureau d'inspection, pour être sûr qu'en fait, une fois que la formation a été livrée aux professeurs, pour évaluer le changement dans la classe, et être sûr pour l'année suivante, qu'est-ce qu'il faut adapter pour qu'il y ait réellement cette formation se traduise en réel changement et en réel impact pour l'école, pour les apprenants, et pour créer ce système durable qu'on cherche à atteindre. Des partenariats avec Microsoft, pour être sûr que chaque élève a une adresse email, a une licence Office 365 pour pouvoir pratiquer une compétence apprise. Des partenariats avec le ministère des Télécommunications aussi, qui ont des agents qui promeuvent les compétences numériques dans les actions de la communauté, faire sortir le programme de l'école et l'amener à une échelle un peu plus large, avoir une connaissance du programme plus large, avoir plus de populations impliquées, qui permettent aussi de maintenir des populations élevées. Et donc pour la suite, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup avec Edunao, je pense, développer l'aspect collecte et traitement de données pour être sûr qu'on arrive à créer des vrais chemins donc, entre la formation et l'emploi.
On s'est efforcé de vous donner un peu une vision complète du projet. On peut également vous présenter, sur le stand des copies d'écran si vous voulez rentrer un peu plus loin dans le détail du projet sur la nature de la formation qui est disponible et la manière dont on l'a déroulé. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques sur ce projet, sur ce qui a été fait? On voit des questions qui se posent dans les pays émergents, qui se posent également en France. C'est-à-dire que le taux d'équipement en accès Internet de certaines écoles est assez bas dans certaines régions, que le taux d'équipement des élèves peut dépendre de la région. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on retrouve dans les pays émergents, comme il y a toutes les ruptures technologiques qu'on peut retrouver également en France. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci de votre... Ah, pardon, oui, il y a des questions. Près du micro, les entendez. C'est bon là? Oui, désolé. Deux petites questions. C'est les concepteurs des modules de formation, c'est chez vous que ça se fait ou c'est produit aussi localement avec des partenaires dans les pays concernés? Alors c'est pas Eduna, c'est certainement pas Eduna. On ne fait aucun contenu, on fournit les outils. Donc c'est pour nous. Donc il y a deux méthodes de conception de nos modules. On a effectivement des modules qui sont faits pour être standardisés, notamment en compétences numériques, parce que l'objectif c'est d'atteindre un certain niveau international en compétences. Il y a d'autres modules qu'on conçoit en partenariat avec les gouvernements. En fait. Typiquement au Rwanda, on travaille sur un module justement de pédagogie sur leur propre plateforme Moodle pour en fait l'intégrer à la formation des professeurs et être sûr que dans cette formation en compétences numériques, ils sont aussi formés à utiliser leur propre plateforme Moodle nationale d'apprentissage en ligne. Donc il y a ces deux dynamiques. Et la deuxième question c'est l'inscription dans les curricula locaux. Ça se fait en partenariat avec les ministères, je suppose, dans les pays. Et notamment, vous aviez parlé d'examen. Comment est-ce que ça s'inscrit aussi avec leurs curricula locaux, leurs procès d'examen locaux? Alors ça, on est en train de travailler dessus justement. Donc on a déjà une organisation au Rwanda, donc en fait les populations d'apprenants avec qui on travaille sont gérées par deux organisations. Donc, on a le Rwanda Basic Education Board qui gère l'enseignement général et le Rwanda Tibet Board qui gère l'enseignement technique. Dans l'enseignement technique, notre certification a déjà été certifiée comme équivalente à l'examen final de leur cours en fait, de ICT. Donc on a ce genre d'équivalence et donc en ce moment on travaille sur une intégration un peu plus poussée, pas forcément au curriculum, mais au moins pour avoir une standardisation du temps d'apprentissage dans les écoles. Donc en ce moment on est sur des écoles qui en fait définissent un peu au cas par cas le temps que les élèves dédient au programme chaque semaine. On a travaillé pour qu'on ait un temps spécifique pour chaque apprenant dans chaque école d'accès à la salle informatique et d'apprentissage sur les cours. Il y avait une autre question. Quelle est la durée du module? Comment s'enchaîne-t-il dans la progression? Alors évidemment, c'est assez variable en fonction des modules. On a certains qui sont très simples. On a un cours sur la tablette, par exemple. Les modules sur la tablette, ils peuvent durer 1 heure. Et sinon, on est sur disons, on va prendre l'exemple le plus conséquent qui est notre cours sur les compétences numériques. On estime qu'on a 10 modules et on estime que l'intégralité du cours, pour quelqu'un qui est déjà sensibilisé, qui a déjà des connaissances, dure environ 20 heures. Pour quelqu'un qui part d'un niveau 0, on est plutôt sur 40 heures, 35-40. Il y a une question devant. Est-ce que vous avez aussi des partenariats avec des régions en France? Pas encore. Mais on est en cours de certification Calliope, donc bientôt aussi avec la formation en France. D'autres questions? Juste un mot avant qu'on se sépare. Donc, notre plan de route aujourd'hui, c'est vraiment l'intégration de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en train de construire à 2 endroits de l'intelligence artificielle.
comme c'était évoqué à la fin de cette présentation. Un premier endroit qui est le cycle de construction pédagogique, c'est-à-dire aide à la construction du cours, aide à la construction des activités pédagogiques, aide à la correction et tutorat en ligne. Aujourd'hui, on a en bêta, on teste des choses qui sont assez abouties. Et puis également, on travaille dans le cadre d'appel à projet, à l'intégration de réalité virtuelle dans les campus numériques. On arrive à des choses qui vont assez loin. On travaille en particulier avec les Greta sur ça. On travaille également sur l'analyse de parcours professionnel de population d'alumni pour leur proposer des formations complémentaires, soit par leur institution d'origine, soit par d'autres institutions. Et puis, dans le monde professionnel, on commence à nous demander comment on pourrait brasser des nouveaux savoirs dans des grandes organisations, qu'elles soient entreprises ou administratives, pour générer semi-automatiquement ou plutôt générer automatiquement, on va dire, le brouillon de nouvelles formations sur des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences, dans un monde qui est de plus en plus réglementé. C'est indispensable que les formations puissent rester à jour et de pouvoir interagir avec des outils qui vont brasser beaucoup d'informations et restituer des objets qui soient constitués et dont il ne serait plus nécessaire que de les éditer et non plus d'avoir à les construire de bout en bout, et de le faire de telle sorte qu'on n'ait pas à faire ensuite des copier-coller et du bricolage, mais que ça apparaisse directement dans les pages de cours sur lesquelles on travaille. Voilà, ça c'est. J'espère que dans un an, quand on se reverra ici, on pourra vous montrer des cas in vivo. Une dernière question avant qu'on se quitte. Merci de votre attention. Merci. Ce sont plus de 2 millions d'usagers qui bénéficient des dernières évolutions technologiques grâce à Edunao. Edunao, pour que vos apprenants soient acteurs de leur réussite.